Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette 14e édition du Gala du Creux Montréal, anciennement le Gala en reconnaissance, environnement et développement durable de Montréal. En direct du marché Bon Secours aujourd'hui, mon nom est Emmanuel Urtubise et je serai avec un grand plaisir votre maître de cérémonie pour la 4e année consécutive. Je suis très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là pour ce rendez-vous annuel de la collectivité montréalaise pour bâtir ensemble une métropole durable. Vous savez, cette année, on sera encore plusieurs centaines à découvrir, à s'inspirer et à célébrer les réalisations exceptionnelles mises en candidature par des organismes de toute l'île de Montréal. Vous savez, même si le gala est exceptionnellement cette année en version virtuelle, et vous comprenez pourquoi, bien sûr, on espère que l'énergie et l'effervescence se rendent jusqu'à vos écrans. N'oubliez pas et n'hésitez pas à utiliser le mot-clic #Gala Creux Montréal pour inspirer encore plus de gens aujourd'hui. Et pour débuter le Gala 2020, nous vous présentons un panel pour tout de suite sur le thème de la transition écologique. Suivra à 13h la cérémonie proprement dite de remise des gemmes, nos trophées, nos gouttes de verre. Gouttes de verre gravées et réalisées, je vous le rappelle, par une artisane québécoise. Alors avant de commencer, j'aimerais rappeler que le Gala est organisé par le Conseil régional de l'environnement de Montréal et j'aimerais remercier tous nos fiers partenaires financiers. Notre partenaire distingué tout d'abord, la Ville de Montréal, notre partenaire influenceur Communauto, partenaire associé Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, et les alliés, c'est-à-dire Énergir, le Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec, le Port de Montréal et Recyc Québec. Alors, sur ces mots, je vous confie à l'animation du meilleur, M. Emmanuel Rondia, quel beau prénom d'ailleurs, le directeur général du Creux Montréal. Pour les prochaines 30 minutes du panel, je vous retrouverai tout de suite après. Bon panel tout le monde. Emmanuel, à vous la parole. Bonjour, merci Emmanuel. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 14e édition du Gala du Creux Montréal. Le marché Bon Secours est plus vide qu'à l'habitude, c'est sûr, mais vous êtes nombreux à nous regarder en ligne. Merci beaucoup pour votre confiance. Malgré les circonstances exceptionnelles, on a vraiment tenu à organiser cet événement qui constitue un incontournable pour la collectivité montréalaise. Le Gala, c'est vraiment une occasion de mettre en valeur les actions les plus innovantes en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. C'est aussi un moment pour se retrouver, même virtuellement, et célébrer les réalisations les plus inspirantes. Nous avions aussi hâte de vous présenter la nouvelle formule du Gala. Nouvelle catégorie, nouvelle thématique. Nous avons souhaité ouvrir l'événement au plus grand nombre d'organisations partout sur l'île de Montréal. Pour cette édition virtuelle, nous avons changé la formule et vous proposons donc un panel sur les enjeux associés à la transition écologique et la relance verte en ouverture de l'événement. Pour en discuter, j'aurai avec moi 3 experts de représentants de milieux différents et complémentaires. Donc j'inviterai à se joindre à moi Dominique Daigneault, qui est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, Karel Méran, qui est président-directeur de la Fondation du Grand Montréal, et Sidney Ribaud, qui est directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal. Donc merci à vous 3 de vous prêter au jeu pour ce panel qui va être d'une durée d'environ 25 minutes. Il y a un peu plus d'1 an, en fait, plusieurs centaines de milliers de personnes marchaient pour le climat dans les rues de Montréal. Cette mobilisation immense témoignait d'une prise de conscience collective de la nécessité d'agir et lançait un signal fort aux décideurs. Depuis, tant de choses ont changé avec la crise sanitaire de la Covid. Au cours des dernières semaines, plusieurs initiatives ont émergé afin de préparer une relance plus verte, prospère et solidaire et réclamer que la lutte contre les changements climatiques soit au cœur des décisions de nos décideurs. Je pense entre autres à l'initiative du G15+, qui regroupe des acteurs économiques, syndicaux, sociaux et environnementaux, ainsi qu'à de multiples lettres ouvertes et prises de position d'organismes, dont le Creux Montréal. On voit donc qu'il y a une volonté certaine de saisir l'occasion de mettre la transition écologique au cœur de la relance verte et solidaire. Pourtant, d'autre part, on constate aussi une volonté de revenir le plus rapidement à la normale étant la situation d'avant Covid. Or, on le sait, la transition écologique passe par une remise en question des modes de vie de nombreuses personnes, des modèles d'affaires, d'entreprises, voire de l'économie de régions entières. Donc j'ouvrirai ce panel avec une première question pour nos 3 intervenants. Comment peut-on expliquer cette résistance à revoir en profondeur nos façons de faire, de nous déplacer, de consommer? Quels sont les principaux freins et les éléments clés qui permettraient de dépasser ces blocages? Que je passerai dans un premier temps la parole à Dominique pour cela.
Alors, bonjour, merci beaucoup Emmanuel, puis merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce panel. Puis évidemment, je vais aborder les choses sous un angle plus syndical, puisque c'est de là dont je proviens, le Conseil central du Montréal métropolitain et de la CSN. En fait, c'est pas d'hier qu'on parle d'environnement, mais aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui doute qu'il y a des changements climatiques. Des fois, ça vaut la peine de retourner un peu dans le passé pour voir les reportages qui portaient sur le réchauffement de la planète dans les années 80-90. Puis c'est assez fabuleux de constater que la manière dont on en parlait, c'était même avec, parfois avec enthousiasme, et même dans les médias les plus sérieux, où on se disait qu'on allait pouvoir cultiver des fruits et des légumes à longueur d'année, la Gaspésie allait devenir la deuxième Floride, etc. Puis tout d'un coup, pouf, on s'est aperçu que il y avait c'était pas du tout le rêve vers lequel on s'enlignait. Il y a eu une prise de conscience collective plus générale et on s'est aperçu de l'ampleur des changements qu'on avait à faire. Et pour poursuivre, je vais citer le philosophe des sciences, Thomas Samuel Kuhn, qui mentionne qu'un paradigme n'est pas rejeté dès qu'il est réfuté, mais seulement quand il peut être remplacé. Alors, au départ, c'est bien normal, on est allé plus sur ce que l'on ne doit pas faire plutôt que ce qu'il faudrait faire. Et j'apprends rien à personne, puis d'ailleurs Emmanuel l'a mentionné, c'est notre mode de vie lui-même qui s'est développé dans un système économique qui, parce qu'il s'en nourrit, pousse à la surconsommation et vise à enrichir une minorité grâce au travail de la majorité. Et c'est un mode de vie qui est plus soutenable. Et par quoi est-ce qu'on veut remplacer ce paradigme? Quels moyens on va se donner pour y arriver? C'est les réponses qu'on doit fournir si on veut travailler sur les résistances. À la CSN, on regroupe des travailleuses et des travailleurs de tous les secteurs d'emploi dans la société, que ce soit la santé, services sociaux, la construction, l'industrie manufacturière. Et tout ce beau monde-là appréhende bien sûr les enjeux sous l'angle qui leur est propre, ce qui fait qu'on doit se poser dans le mouvement syndical énormément de questions et surtout trouver des réponses. Et beaucoup de gens l'ignorent, mais des organisations syndicales sont engagées depuis plusieurs années à plusieurs niveaux pour la protection de l'environnement. C'est clair que l'enjeu des emplois est au cœur des préoccupations de nos membres. Et comme notre système économique est d'abord et avant tout orienté vers la protection des intérêts financiers, bien que les travailleuses et les travailleurs comprennent les changements qu'il y a à faire et l'urgence d'agir, ils veulent pas en faire les frais et ils voudraient pas non plus que ces changements-là entraînent davantage d'inégalités sociales. Et c'est pour ça qu'une des clés majeures du travail en environnement dans les organisations syndicales pour relever le défi, c'est le principe de transition juste. Donc, la notion de transition juste, ça permet d'élargir la compréhension des enjeux environnementaux à implanter en mettant en lumière plusieurs angles morts donc pour pouvoir, dans la lutte pour la protection de l'environnement et des changements climatiques. Alors, donc, plusieurs enjeux sociaux, soit ceux qui touchent les travailleuses et les travailleurs et les plus pauvres de notre société. D'abord, les questions qu'on se pose, les réponses que l'on essaie de trouver, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour protéger les droits des travailleuses et des travailleurs dans un contexte de changement climatique, dans un contexte de transition énergétique. Parce que, malheureusement, dans le système dans lequel on est actuellement, c'est les gens qui travaillent au sein des entreprises à qui on fait porter le poids des changements, des transformations et des fluctuations des marchés, et non aux actionnaires ou aux entreprises elles-mêmes. Donc ça, c'est un des angles sur lesquels on travaille puis qu'on essaye d'apporter, sur lesquels on essaie d'apporter des solutions. Mais j'insiste, protéger des droits, ce n'est pas freiner un processus de changement. C'est important de mettre en place diverses mesures comme la formation, diverses mesures d'accompagnement des travailleuses et travailleurs à l'intérieur de tout ça, dont la formation, revoir les retraites, etc., etc. Bref, il y a un paquet d'éléments qu'on peut revoir pour que la transition ne mette pas les travailleuses et les travailleurs à mal. Et aussi, une autre des solutions qu'on développe beaucoup dans le milieu syndical, c'est l'implication des travailleuses et des travailleurs même au cœur des processus de changement, tant dans l'identification des solutions que à travers tout le processus qui s'en vient. Et les exclure, c'est extrêmement porteur de changement. Et il y a des exemples d'ailleurs où dans lesquels les entreprises, les syndicats se sont impliqués
pour trouver des processus à l'intérieur des entreprises pour pouvoir changer des procédés polluants et qui ont pu travailler de concert avec l'employeur pour changer les choses avec l'employeur. Alors, et aussi les transformations qui sont nécessaires à une transition écologique réussie, ça touche bien plus que ceux et celles qui travaillent dans le strict secteur pétrolier. Ça va avoir des impacts, comme le dit Emmanuel d'entrée de jeu, sur l'ensemble de nos conditions de vie, sur l'ensemble de nos habitudes de vie, puis sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Alors, la transition juste, ça vise aussi à ce qu'on fasse des changements qui vont nous conduire vers une société plus égalitaire, vers une société où les bienfaits de ces changements-là vont pouvoir rejaillir sur tout le monde dans la société. Une transition juste qui vise aussi l'égalité entre les peuples, notamment entre le Sud et le Nord, parce qu'il n'est pas question qu'on se nettoie le Nord pour aller contaminer le Sud, et donc ça doit faire partie de nos préoccupations pour que tout le monde puisse être partie prenante et pour que tout le monde puisse profiter de ces transformations-là. La notion de transition juste que l'on travaille dans nos syndicats au niveau local, elle a fait beaucoup de chemin depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, en 2015, l'Organisation internationale du travail adoptait les principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, incluant le droit à l'emploi, au travail décent et à la protection sociale. Et ça a pris aussi 10 ans de travail et de représentation à la Confédération des syndicats, la Confédération syndicale internationale, pour pouvoir l'inclure dans le préambule des accords de Paris lors de la COP 21 en 2015. Bref, les principes, pour changer de paradigme, les principes de transition juste nous apparaissent comme étant particulièrement porteurs et une clé de la réussite. Merci Dominique, je pense que ça pose un beau portrait et la perspective justement des travailleurs, très intéressant. Karel, je te passerai la parole justement sur ces freins au changement, à la résistance au changement, puis les clés pour ce changement. Oui, merci Emmanuel. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est dans une situation qui est un peu asymétrique. C'est-à-dire qu'on demande à des gens de faire des changements dans leur vie aujourd'hui, qui sont des fois des sacrifices ou qui vont coûter des sous ou qui demandent à tout le moins des ajustements, donc qui sont très concrets aujourd'hui pour obtenir des résultats qui sont lointains dans le temps, dans l'espace, qui sont diffus, qui ne sont pas clairs. Et donc, la résistance vient beaucoup de ça. Quand j'étais à la Fondation David Suzuki, on se disait souvent, si on a besoin de convaincre des gens, par exemple, d'économiser pour pouvoir aller en voyage à Cuba ou dans le Sud, ou à Paris, on va leur montrer la destination. Puis les gens vont être motivés parce qu'ils vont comprendre pourquoi ils font des sacrifices aujourd'hui, pourquoi ils coupent un restaurant cette semaine pour économiser ensuite pour pouvoir atteindre leur objectif. En environnement, jusqu'à maintenant, l'objectif, c'est d'éviter une catastrophe. Et on n'a pas encore su articuler de quelle façon les changements qu'on demande de faire peuvent construire une société où la qualité de vie s'améliore, où les indicateurs de santé, les indicateurs économiques s'améliorent, donc on partage mieux la richesse, les villes sont plus humaines, et on le voit en ce moment concrètement quand on procède à des changements dans des villes comme Montréal, mais on a vu la même chose à Paris, à New York ou ailleurs. Quand on commence à réaménager une rue, les gens qui utilisent la rue d'une certaine manière aujourd'hui réagissent très fortement. Mais les gens qui vont utiliser la rue d'une nouvelle manière dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ces personnes-là, ils ne voient pas nécessairement tout de suite les gains qu'ils vont obtenir. Et donc, on a des leviers de bouclier parce que des gens constatent très clairement qu'est-ce qu'ils vont perdre ou qu'est-ce qui va changer. Et on n'a pas su articuler de façon convaincante de quelle manière tous ces changements-là vont amener une ville plus viable, plus vivante, plus agréable. Et là, on peut extrapoler à l'échelle des politiques énergétiques dans des pays, on peut extrapoler. Donc, mais au plan local, dans les villes, c'est très concret. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on assiste des fois à des résistances encore plus grandes et qui sont souvent le fait des riverains où les changements se produisent parce que ces gens-là, effectivement, directement impactés, sont directement impactés.
Merci. Sydney, si tu veux ajouter quelque chose sur ce volet assez En fait, résistant. pour poursuivre dans le sens de ce que Karel disait, moi, ça fait longtemps que je me dis si j'avais eu si je pouvais retourner dans le temps et aller sur les bancs d'école, j'étudierais en psychologie et non en droit ou en environnement parce que les barrières au changement, elles sont émotives, elles sont sociologiques. Il n'y a plus d'enjeux. Il y a 15 ans, 20 ans, il y avait des enjeux technologiques, des enjeux de notre capacité de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer. Mais aujourd'hui, les enjeux sont simplement de comment on amène les entreprises et les citoyens à poser ces gestes-là. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a toutes sortes de choses. Karel il a touché sur c'est quoi la psychologie qui fait en sorte qu'on n'aime pas le changement pour n'importe quoi. Les humains, on n'aime pas les changements, puis on a été programmés pour faire la même chose parce que à partir du moment que tu sais où trouver de la nourriture, tu refais ça à tous les jours, puis tu vas chercher ta nourriture à cet endroit-là. C'est comme ça qu'on a été programmés pour évoluer. Et donc, le changement est difficile pour nous en partant. Il y a toutes sortes de barrières. Celle que je mentionnerais, c'est que sur la question des changements climatiques en particulier, il y a eu un débat dans le temps qui existe encore à plusieurs endroits, notamment aux États-Unis, sur c'est quoi le problème. Donc, non seulement, pour reprendre ce que Karel disait, on nous dit voici des sacrifices ou des changements à faire aujourd'hui qui vont vous amener une solution dans le futur. En plus, on nous dit mais on n'est pas sûr que vraiment il va y avoir un problème dans le futur. Premier élément. Au Québec, je pense qu'on a en gros, on est passé par-dessus cette étape-là. Mais là, maintenant, il y a un débat sur les solutions qui, à mon avis, d'un point de vue des institutions, des entreprises et même des citoyens, ça pose le même problème. Donc, on nous dit, il y a un problème, dans le futur, vous devez vous y attaquer aujourd'hui. Puis, il y a 10 experts qui vous disent 10 affaires différentes sur ce que vous devriez faire. Il y en a qui vous disent de prendre le transport en commun, d'autres qui vous disent de prendre le vélo, d'autres qui vous disent de prendre la voiture électrique. Et il y a un débat, par exemple, entre ces solutions-là, entre experts, dans les médias. Les journalistes embarquent là-dedans puis disent, bon, mais la voiture électrique, c'est polluant, mais les autobus aussi, ça peut être polluant dans certaines circonstances, puis quand ils sont vides, les autobus, c'est-tu vraiment mieux? Et là, le citoyen puis l'entreprise ne reçoit pas un message clair, et on le voit dans la crise qu'on vit aujourd'hui sur la COVID-19, l'importance de la clarté du message pour que les gens passent à l'action. Quand le message n'est pas clair, je porte-tu un masque, je porte-tu pas un masque, les gens n'agissent pas. Quand c'est clair, si tu ne portes pas de masque, tu vas avoir une amende, là, les gens agissent. Merci. Justement, je rebondirais sur l'enjeu justement de l'action à la fois à l'échelle individuelle et collective. Je pense qu'on a senti des mouvements de mobilisation qui sont peut-être essoufflés, des grandes démarches aussi, puis parfois la responsabilité peut arriver sur le dos du citoyen qui se dit est-ce que c'est moi qui vais vraiment changer les choses? Donc puis il n'y a pas de solution miracle, là, puis je pense que vous avez amené certains éléments qui soulignent les enjeux, mais comment on fait pour travailler tous ensemble justement, puis amener que les efforts individuels sont comme complémentaires aux décisions collectives puis aux enjeux collectifs pour que à la fois le citoyen ne se sente pas seul, mais que les grands acteurs aussi se sentent responsables d'agir rapidement parce que, comme disait Karel, on est proche de la catastrophe. Peut-être Karel, si tu veux... Moi, je persiste à avoir des doutes importants sur les gestes individuels parce que depuis une trentaine d'années, que ce soit en santé publique, on dit que c'est les gens, s'ils ont des bonnes habitudes de vie, ne tomberont pas malades. Hein, mais en même temps, si la pollution de l'air, la pollution de l'eau, si les conditions de base ne sont pas assurées par des gestes collectifs, les gens, on va tomber malade même si on fait les gestes parfaits. Puis là, on se rend compte avec la pandémie en ce moment que chaque individu n'est pas une île, puis on a besoin de poser des gestes ensemble. Et donc, en environnement, ça va être la même situation. Et on a besoin de poser des gestes collectifs. Et ces gestes collectifs-là doivent essentiellement orienter les décisions individuelles. Puis la conversation, moi, qui m'avait éclairé là-dessus, c'était justement avec le directeur de la santé publique de Montréal il y a une dizaine d'années, et donc le docteur Louis Drouin, qui m'avait dit on ne peut pas changer les comportements individuels si on n'intervient pas sur le contexte ou l'environnement dans lequel les gens prennent des décisions. Par exemple, la malbouffe, si on laisse la malbouffe s'installer partout autour des écoles, on peut présumer que les jeunes vont acheter
des choses qu'ils ne devraient pas manger, si on ne sert que de la malbouffe dans les arénas, dans les cafétérias, donc on a besoin de poser des gestes collectifs. En environnement, c'est la même chose. Si on n'intervient pas avec un signal de prix, avec la fiscalité, si on ne met pas des réglementations en place, les gens vont poser des gestes rationnels du point de vue économique, tout ça. Puis ensuite, on va les blâmer pour ces gestes-là en leur disant le poids de la planète repose sur vos épaules individuelles. Et donc, les gens réagissent à ça en disant, j'ai plus le goût de me faire culpabiliser. Et en même temps, de dire, ça ne devrait pas être moi, comme consommateur, qui me pose la question, c'est quel numéro de plastique que j'achète. Les plastiques qui ne sont pas recyclables devraient être interdits, point final. Et donc, comme consommateur, moi, je devrais me présenter à l'épicerie puis savoir que ce qui est devant moi est acceptable. Donc, il y a aussi un rôle de l'État, je pense, d'arriver avec des réglementations qui vont rendre les décisions des gens plus faciles. Et donc, je pense que l'individuel ne peut pas être la solution si on n'intervient pas sur le contexte. Et malheureusement, les gouvernements ne le font pas parce que quand ils touchent au portefeuille ou aux habitudes des gens, après ça, ils ne sont pas réélus. Donc, on est vraiment dans une dynamique qui est complexe. Oui, exact. Peut-être je passerai la parole à Sydney justement avec ce regard ville, un peu comment une municipalité justement peut amener ce changement collectif. Je pense qu'on a une responsabilité à plusieurs égards. Je suis tout à fait d'accord avec Karel qu'on en est au point où on doit mettre en place des cadres qui permettent aux individus d'agir. Il faut arrêter de mettre l'emphase uniquement sur le citoyen. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et pour moi, ce qui va avec ça, et ça, c'est une responsabilité commune qu'on a comme institution, comme organisation, comme ville, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais il faut arrêter de faire des projets pilotes, puis il faut penser aux actions qu'on sait qui vont avoir des effets systémiques. Évidemment, il faut continuer à faire ça, des projets pilotes dans certains cas, mais en gros, on ne cesse de multiplier. On a fait la Maison du développement durable il y a 10 ans dans l'espoir que tous les bâtiments en 2020 seraient des bâtiments au moins aussi écologiques que celle-là. Malheureusement, il y en a seulement quelques-uns qui ont dépassé la performance de ce bâtiment-là 10 ans plus tard. Donc, l'ère des projets pilotes est terminée et là, il faut arriver avec des encadrements qui s'assurent que tout le monde le fasse. L'élément, je pense, qui est important pour travailler ensemble, c'est l'élément de mobilisation. Puis là, rapidement, vous dire, Québec, le fédéral, investissent des milliards par année dans la transition énergétique, des milliards. Ils investissent à peu près pas d'argent dans ce qui s'appellerait au sens large la mobilisation, l'accompagnement, la formation, tout ce qu'on appelle qui est soft. Fait qu'on investit massivement dans les infrastructures puis dans les subventions pour les changements technologiques, mais il n'y a rien qui accompagne. Fait que moi, je tombe en bas de ma chaise quand je parle à des entrepreneurs qui me disent « Mais nous, on ne sait pas comment faire des bâtiments zéro carbone. » Vraiment? Mais c'est vous les experts. Ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Ça fait 10 ans que ça devient des règles dans d'autres pays. Puis vous n'êtes pas prêts. Mais non, on n'est pas prêts. On a besoin d'être accompagnés. Donc, il faut investir là-dedans. Il faut les accompagner parce que c'est pas vrai que c'est pas parce que tu changes une règle ou une loi qu'il y a un changement qui s'opère. Il faut aussi s'assurer que les gens ont l'information, la capacité de le faire. Peut-être Dominique, tu l'as un peu mentionné justement, l'enjeu d'accompagner les travailleurs puis de trouver des façons d'amener cette transition juste auprès des... c'est ça le rôle des grandes organisations syndicales justement qui regroupent des milliers et des milliers de personnes. Donc ce rôle de changement de pratique, mais d'accompagnement aussi qui est très important. En fait, c'est à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, bien sûr, sur le plan des relations de travail, puis de l'organisation du travail, regarder comment est-ce qu'on peut développer davantage la participation des travailleuses et des travailleurs à l'identification des solutions. Aussi, essayer de voir venir les changements éventuellement pour ne pas qu'ils se retrouvent le bec à l'eau, parce que évidemment, la transformation de l'économie puis la transformation de nos sociétés pour pouvoir parvenir à une transition écologique juste, elle va entraîner inévitablement des changements dans le monde du travail. Fait qu'identifier avec ces gens-là les changements qui risquent d'advenir, les outils que l'on pourrait revendiquer, puis évidemment faire des mobilisations à l'interne pour pouvoir les obtenir parce que les gains des travailleuses et des travailleurs s'obtiennent
à la suite de luttes et ne s'obtiennent pas, malheureusement, là, parce qu'ils sont justes. Là. Fait qu'il y a toujours un petit effort à faire de mobilisation. L'autre chose, c'est, dans un autre temps, ce qu'on fait dans les organisations syndicales, à la CSN, au Conseil central du Montréal métropolitain, c'est qu'on fournit des outils. Sur là où on en est rendu au plan environnemental. Pourquoi est-ce qu'il y a urgence climatique? En quoi est-ce qu'il y a urgence climatique? Parce que ce pas des spécialistes, là. C'est monsieur, madame, tout le monde qui va travailler à tous les jours comme préposé aux bénéficiaires ou comme plombier, ou etc., etc. Mais c'est important que toutes ces personnes-là soient sensibilisées, puis chacun dans leur milieu de travail puisse identifier comment est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose dans leur milieu de travail. Par exemple, dernièrement, dans le cadre du 27 octobre, la CSN avait fourni des outils, des budgets et tout pour que les syndicats s'organisent dans les milieux locaux. Puis, tu sais, entre autres, dans un des CIUS, le syndicat a visité je ne sais pas combien de dizaines de sites pour parler à ses membres, un par un, puis voir qu'est-ce que tu verrais comme changement apporté dans le milieu de travail pour qu'on puisse porter ça comme revendication à l'employeur. Puis, en terminant aussi, ce que je voulais dire, c'est que il faut aussi pouvoir fournir ces outils-là et il faut qu'on puisse voir que ces outils-là parviennent à changer les choses. Parce que si on ne fait que culpabiliser les gens sur le plan individuel en leur disant « ton employé est polluant, tes manières d'agir sont polluantes », que tu changes tes pratiques, mais qu'en bout de piste, tu t'aperçois que les décideurs, l'entreprise, les employeurs ne prennent pas leurs responsabilités ou ne changent pas les choses, ça ne fait que cultiver l'impuissance. Oui. Les gens retroussent leur manteau de bord puis changent de cap. À ce qui était avant, oui, c'est ça, exact. Parfait. Le temps file, je pense qu'on pourrait avoir une longue discussion, puis on avait vraiment un temps limité, mais pour terminer le panel, peut-être je vous inviterai chacun à votre tour en 1 minute un peu à nous dire c'est quoi les éléments qui vont faire qu'on pourra dire que la relance sera verte, prospère et solidaire. Donc, Karel, si tu veux commencer. C'est uniquement une question de volonté, à tous les niveaux, de tous les acteurs, de dire... la crise qu'on vit en ce moment, elle n'a pas éliminé la crise climatique, elle a aussi révélé des inégalités structurelles, des problématiques qui étaient préexistantes. Là. À la Fondation du Grand Montréal, on a publié un rapport qui s'appelle Signes vitaux de Montréal. On se rend compte que depuis 20 ans, les indicateurs de développement humain à Montréal ont beaucoup stagné, malgré le fait qu'on avait de la croissance économique. Donc, on doit avoir une volonté de faire les choses différemment. Et donc, nous, à la Fondation du Grand Montréal, on va créer 2 fonds, un dédié à la transition écologique, où on va mettre au moins $1 demi-million pour la prochaine année, puis on s'attend à avoir d'autres acteurs de la philanthropie qui vont venir avec nous, et un autre sur une relance inclusive. Et ces 2 fonds-là aussi vont porter attention à la question de la réconciliation avec les peuples autochtones, des questions d'équité, d'inclusion, donc pour répondre à la vague sur la question de racisme systémique. Et donc, l'idée, c'est même la philanthropie doit se réinventer, mais je pense que chaque acteur doit se poser la question, au sortir de cette crise-là, de quelle façon est-ce qu'on fait les choses pour rebâtir, on dit rebâtir en mieux, build back better, on dit en anglais. Bon. Et donc, je pense que c'est ça, là, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Okay. Merci. Dominique? Oui, bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. On doit changer puis en venir à ce que cette transition écologique-là soit une transition qui est beaucoup plus égalitaire, porteuse de bienfaits pour tout le monde. Une transition écologique qui soit porteuse, qui soit respectueuse de l'environnement et aussi des êtres humains qui y vivent. Et ça exige évidemment de changer radicalement le mode des sociétés, le système économique et politique dans lequel on vit dans nos sociétés occidentales et dont on fait la promotion. En terminant aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut changer la peur qui est liée à ces changements-là en espoir. Changer la peur en espoir que si l'on change radicalement nos façons de faire, si l'on change radicalement le système dans lequel on vit et qu'on est davantage centré sur les besoins des êtres humains d'abord et avant tout, et la protection de l'environnement d'abord et avant tout,
avant l'accumulation du profit, et surtout dans la poche d'une minorité. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Donc, je pense que c'est comme ça, c'est en se dirigeant vers une société, vers une transition écologique juste et équitable, qu'on va pouvoir rallier le plus de monde parce qu'on va pouvoir créer de l'espoir. Merci Dominique. Sydney? Moi, je dirais très concrètement, là, on a 2 priorités à l'échelle de Montréal. Il faut investir massivement dans le transport en commun pour toutes les raisons qu'on connaît, là, que les gens qui nous écoutent connaissent. Et ça va prendre 10, 15, 20 ans pour voir les vrais résultats de ces investissements-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain d'avoir un résultat, de changer un mode de transport, puis de densifier, puis tout ça. Ça prend du temps. Simultanément, il faut électrifier tous les véhicules, et les véhicules privés, puis il faut arrêter de se dire que tout le monde va se promener en transport en commun. Parce que ça ne sera jamais le cas. En tout cas, ça ne sera pas le cas dans notre vie, dans ma vie à moi. Et donc, d'un point de vue très pratico-pratique, là, il faut entamer ces 2 chantiers-là en même temps parce que changer le parc de véhicules, ça va aussi prendre 20 ans. Fait que si on commence pas tout de suite, massivement, puis prendre l'opportunité de cette crise-là pour se dire que dans 10, 15, 20 ans, on aimerait ça, ne plus être dépendant des énergies fossiles, il faut commencer ce chantier-là tout de suite. Parfait. Merci. Mais merci beaucoup à vous 3 de vous être prêtés au jeu. Je pense que, comme je disais, on pourrait s'en parler très longuement. Moi, je retiens quand même volonté, espoir et mobilisation sont 3 termes qui sont ressortis de vos échanges puis qui donnent un élan très intéressant. Maintenant, c'est le grand moment, le moment tant attendu du dévoilement des lauréats de cette 14e édition. Avant tout, je tiens à soulever mon chapeau à toute l'équipe du Creux et particulièrement à Caroline Gosselin et Jamila Twin qui ont navigué avec assurance et calme dans cette année si particulière pour vous offrir le gala d'aujourd'hui. Je tiens aussi à souligner la confiance de nos partenaires commanditaires qui nous permettent de vous offrir cet événement. J'espère que vous profiterez de ce moment d'inspiration et de partage. Bon gala. Manuel, je te repasse la parole. Beaucoup, Emmanuel Rondia, mesdames, messieurs, qu'on applaudit, bravo, et tout le panel. Merci beaucoup, bien gentil. Alors écoutez, on va débuter tout de suite la suite de ce merveilleux événement. Merci encore une fois à nos panélistes. Alors il est 13h ou à peu près, on a débordé à peine et on essaye, parce qu'on est en télévision sur le web, on tient le temps. C'est avec beaucoup d'enthousiasme donc que j'entame cette seconde partie du gala, la cérémonie de remise des gemmes, nos trophées. Alors cette année encore, vous pourrez constater le travail accompli et applaudir l'excellence, l'originalité, la diversité et l'exemplarité des réalisations menées par les organisations montréalaises de tous les horizons. Alors, pour sa version 2020, vous savez, le gala du Creux Montréal a connu beaucoup de rebondissements. On en a parlé un petit peu avant le panel. Les premiers changements étaient planifiés, ça, on vous le mentionne, et espérés. Après autant d'années, on faisait une petite cure de jouvence pour le gala. La nouvelle version donc, du gala a été l'occasion de revisiter pour nous les catégories afin simplement de traduire au mieux la mobilisation, dis-je bien, de toute la communauté de l'île de Montréal. La création de 5 catégories permet d'offrir à un plus grand nombre d'organisations la possibilité de voir leurs actions reconnues. C'était le but de l'exercice. Et pour chaque catégorie, sachez qu'on a offert la possibilité aux organisations de faire valoir leur réalisation, soit en étant championne ou innovante. Alors, les catégories sont les suivantes maintenant. Corps public, municipal, provincial ou fédéral. Institutions, éducation et santé, moyennes et grandes entreprises, organismes à but non lucratif, les OBNL, associations et coopératives, et finalement petites entreprises, moins de 50 employés. Maintenant, la deuxième série de rebondissements était beaucoup moins planifiée, vous allez vous en douter. Hein? Bienvenue dans la fameuse période de la COVID-19 qu'on a hâte, on espère tellement que ça se termine bientôt. Le gala qui se tient habituellement en avril, vous savez, il a été repoussé à aujourd'hui et ça de façon virtuelle. Alors, je veux souhaiter la bienvenue à toutes et tous, que vous soyez au bureau, à la maison ou ailleurs, d'où vous nous écoutez, merci. Et j'espère sincèrement du fond du cœur que vous allez apprécier tout autant notre nouvelle mouture. Vous savez, ce gala ne serait pas possible sans le dévouement des organisateurs et la confiance des partenaires également. Alors, le gala est fièrement organisé, je vous le rappelle, par le Creux Montréal et ce, pour la 14e année consécutive. Et grâce à la précieuse contribution financière de son partenaire distingué, la Ville de Montréal, de son partenaire influenceur communautaux, de son partenaire associé, Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, et de ses alliés qui sont Énergir, le Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec, le Port de Montréal et Recyc Québec. Et d'ailleurs, grâce à l'engagement de communautaux, sachez-le, 2 bourses
de 2500 $ seront offertes à 2 des 4 lauréats des catégories OBNL, associations, coopératives et petites entreprises. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin parce que vous voulez découvrir les boursiers, évidemment. Autre chose, sachez que le gala n'existerait pas non plus sans la participation de dizaines d'organisations montréalaises qui désirent conscientiser, changer les mentalités et faire évoluer la société. Et ça, c'est dans le but, bien sûr, d'améliorer la qualité des milieux de vie et de la planète. Alors, merci du fond du cœur aux 60 organisations qui ont soumis une candidature à cette édition 2020 du Gala Creux Montréal. D'ailleurs, vous savez, la liste des réalisations soumises est sur le site du Gala. Je vous rappelle l'adresse, c'est le gala.creuxmontréal.org. Vous pouvez aller le visiter souvent, vous avez tous les détails là-dessus. On tient également à souligner la présence virtuelle de plusieurs élus avec nous aujourd'hui. Alors, un grand merci aux maires, mairesses, aux conseillères et conseillers, autant de la Ville de Montréal que des municipalités de la banlieue, d'être parmi nous virtuellement aujourd'hui. Merci beaucoup. Et finalement, je dis merci aux centaines de personnes qui nous regardent en ce moment. Le mouvement collectif ne cesse de se diversifier et de grandir, vous le savez. Et nous saluons donc les représentants de tous les milieux confondus qui sont présents virtuellement, dis-je bien, avec nous aujourd'hui, que ce soit du milieu fédéral, provincial, municipal, coopératif, institutionnel ou encore communautaire. Vous savez, le gala a toujours eu une belle visibilité dans les médias sociaux. Bien, cette année, le mot-clic sera encore plus fort, on pense, et impactant en formule virtuelle. Alors, amusez-vous, s'il vous plaît, à partager votre expérience et la diffusion du gala en utilisant le fameux hashtag GalaCreuxMontréal, s'il vous plaît. Faites vibrer les sphères et faites mieux connaître les magnifiques réalisations en développement durable de l'île de Montréal au plus de monde possible. Alors, si vous voulez bien, on passe maintenant à la partie des allocutions protocolaires de notre gala. Et la première intervention est celle, bien entendu, de Mme Valérie Plante, la mairesse de la Ville de Montréal, également présidente du Conseil de l'agglomération de Montréal. Mme Plante a préenregistré un message. On l'écoute à l'instant. Bonjour. Je me réjouis de voir la Ville de Montréal s'associer au Gala du Conseil régional en environnement de Montréal pour sa 14e édition. Cette rencontre annuelle est l'occasion de confirmer combien vous avez à cœur l'environnement, l'avenir de notre ville et celui de notre planète. L'année 2020 en est une difficile, autant à l'échelle mondiale que locale. Nous vivons une crise sanitaire sans précédent sur un fond de crise environnementale. De plus, l'année a été marquée par la perte de Coralie-Denis, une force tranquille qui a réussi à nous mobiliser, à nous faire progresser sur les enjeux environnementaux et qui nous manquera terriblement. Des leçons doivent être tirées de cette année difficile. Elle nous a permis de réaliser à quel point nos gestes locaux ont des répercussions mondiales et vice-versa, que la communauté internationale et les différents niveaux de gouvernement sont capables d'actions rapides et radicales afin de combattre un ennemi commun, et aussi que les plus vulnérables de la société sont toujours les plus touchés par une crise globale. C'est pourquoi je suis sincèrement reconnaissant des efforts que vous mettez toutes et tous à construire une ville et des milieux de vie plus verts, plus résilients et plus solidaires. Petit à petit, un geste à la fois, nous jetons collectivement les bases d'une société plus responsable socialement et au niveau environnemental. La lutte contre la COVID-19 se poursuit, mais l'urgence climatique ne peut être ignorée. Les études sont claires, on peut s'attendre à une succession de canicules, d'inondations, de maladies émergentes, bref, de chocs variés, de plus en plus forts et de plus en plus rapprochés. Et la gestion des répercussions de chacun de ces chocs nous laissera de moins en moins de pauses pour nous remettre sur pied. C'est précisément pourquoi cela rend plus coûteux le fait de ne pas agir contre le réchauffement climatique. Chaque décision rejetée comme étant trop difficile aujourd'hui nous conduira à prendre des décisions encore plus difficiles demain. Et ce, sans d'autre choix que de s'adapter tant bien que mal à un environnement dont nous ne comprendrons plus le fonctionnement. Mais je ne sombre pas ici dans le désespoir, bien au contraire. Je suis consciente de ce que nous disent les scientifiques sur l'état de la planète et de sa biodiversité. Les Montréalaises et les Montréalais aussi saisissent bien les enjeux auxquels nous faisons face. Ils étaient 1 demi-million à marcher dans les rues de la métropole il y a un an pour manifester leur désir de changement. Nous les avons entendus. Nous lancerons bientôt notre plan climat qui donnera des objectifs clairs, sérieux et des actions concrètes pour réduire les GES en s'adaptant à notre nouvelle réalité climatique. Le tout en préservant la biodiversité et en développant une société plus juste et plus équitable. Vous aurez compris que cela s'inscrit parfaitement dans une relance verte qui favorise la santé de notre économie sans qu'elle ne nuise à notre environnement.
Je vous remercie de participer activement à la relance d'une nouvelle économie plus verte, davantage tournée vers l'avenir et qui permettra à Montréal d'agir comme un modèle d'adaptation et d'innovation. Je remercie en terminant les organisateurs d'avoir tenu malgré tout ce gala cette année. Il faut s'adapter et vous le réussissez très bien. L'heure est à l'action et à la mobilisation. Bonne chance à tous les participants, incluant aux entités de la Ville de Montréal et aux arrondissements qui sont en nomination dans la catégorie corps public. Félicitations tout le monde pour votre travail important et particulièrement aux finalistes et aux lauréats. Bon gala! Merci beaucoup, Mme Plante, pour ce soutien continu et cette passion pour l'amélioration des milieux de vie, bien évidemment. Sans plus tarder, j'invite maintenant Mme Aline Berthe, elle est présidente du CRE Montréal, à venir présenter un petit peu plus personnellement le gala du CRE Montréal, son évolution et son impact auprès de la communauté de la région métropolitaine. Mme Berthe, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors, merci aux élus, merci à vous d'être soit derrière vos écrans chez vous. Il y en a qui sont déjà au marché Bon Secours. J'aimerais tellement être là avec vous tous, comme sur l'image qui a été montrée tantôt, un petit verre à la main à réseauter au début, mais le panel était quand même très, très intéressant. J'ai bien hâte au prochain gala d'avoir un peu plus d'humanité, de chaleur. Malgré tout, on ressent les bonnes énergies à travers les écrans et c'est vraiment un honneur. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir pour cette édition un peu spéciale. Alors, comme le mentionnait la mairesse, en effet, on a Coralie qui nous a quittés cette année. Elle a largement contribué à faire de cet événement du Conseil régional d'environnement de Montréal un incontournable au fil des années. Alors, au nom de l'équipe du CA, nous tenons à lui dédier cet événement. On l'a vu lors du panel d'ouverture, la transition écologique, c'est un des éléments clés qui devra guider le choix dans le cadre de la relance. Alors, pour le CRE, comme beaucoup d'autres organisations de la société civile, c'est une occasion à saisir pour changer nos façons de nous déplacer, de consommer, d'occuper la ville, une occasion de repenser le partage de l'espace public. Alors, à ce titre, le CRE compte jouer plus que jamais son rôle d'instance régionale de concertation, multiplier les actions, les représentations afin de favoriser l'adoption des pratiques les plus innovantes et ainsi assurer une relance verte et inclusive. La crise a ralenti le déploiement de plusieurs démarches et grands plans attendus avec impatience depuis le printemps, avec le plan climat de la Ville de Montréal, le plan pour une économie verte du gouvernement du Québec et enfin la révision du plan d'urbanisme et de mobilité. Alors ce dernier plan, c'est une occasion à prendre pour poser les bases de la ville des prochaines décennies, une ville plus verte à échelle humaine. Aussi, les derniers mois ont mis en lumière l'importance de l'accès à la nature partout sur l'île de Montréal. Nous nous réjouissons de constater que le projet de Grand Parc de l'Ouest est en bonne voie, mais nous espérons qu'une démarche d'une telle envergure verra aussi le jour dans l'Est de Montréal, car les besoins y sont criants et le momentum est là pour les démarches de redéveloppement du territoire. Toute l'équipe a travaillé fort cette année sur une formule revisitée qui s'ouvre sur l'ensemble de la collectivité et qui permet à un plus grand nombre d'organisations de présenter sa candidature. Et résultat, nous avons pour cette année une grande diversité d'organisations et de projets. Alors bravo à toutes les organisations participantes et bonne chance à tous. Je vous souhaite un bon gala. Merci beaucoup, Mme Berthe. On passe maintenant, si vous voulez bien, aux mots de nos partenaires influenceurs et associés du gala. Alors, si vous voulez bien, on va débuter tout de suite avec le vice-président développement stratégique de Communauto. Voici M. Marco Viviani. M. Viviani, on vous écoute. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent et merci au Conseil régional de l'environnement d'avoir organisé encore cette année cet événement malgré cette situation. En ces temps troubles, il est davantage important, à notre avis, de reconnaître et donner visibilité aux réalisations locales qui nous font avancer vers une société plus durable. Quand il y a 14 ans, le Conseil régional de l'environnement nous a proposé de devenir partenaire du gala, pour nous, c'était une décision quand même assez importante au niveau des ressources, mais savions par notre expérience à quel point la reconnaissance du milieu est importante pour soutenir des nouveaux projets, particulièrement quand ils sont des initiatives locales et qui vont un peu contre-courant. Là, on sait bien, le jardin du voisin est toujours plus vert, on dit, et particulièrement si vous faites de l'autopartage. Bref, 14 ans plus tard, nous sommes davantage convaincus que nous devons au moins une fois par année prendre le temps
de nous ressourcer, de nous inspirer, de soutenir cette réalisation innovante en environnement de notre collectivité. Alors, merci encore au Conseil régional de l'environnement et bon gala. Merci beaucoup, M. Viviani, pour cette courte intervention passionnée pour le développement durable. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, voici maintenant M. Benoît Gendron. Il est le directeur général de l'ARTM. Il a préenregistré le message pour nous. On l'écoute tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM. Il me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour souligner et reconnaître les efforts et le travail exemplaire réalisé par vos organisations. Félicitations aux finalistes pour votre créativité et votre engagement. À nos yeux, vous êtes tous gagnants car vos réalisations contribuent à faire avancer le développement durable. De concert avec la société civile et les partenaires de la mobilité, nous avons rassemblé les forces vives de la région afin de présenter une vision intégrée du développement du transport collectif pour les prochaines années. C'est ainsi que la RTM soumettra à la consultation publique le premier plan stratégique de développement du transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. Dès la fin octobre, vous aurez l'occasion de contribuer concrètement à ce plan en prenant part à la consultation publique ou en répondant à l'appel de mémoire. Je vous invite à y participer en grand nombre. Ensemble, soyons inspirants, dynamiques et contagieux. Ensemble, parlons mobilité et agissons pour l'avenir. Bon gala. Merci beaucoup, M. Gendron. Alors, mesdames, messieurs, on passe maintenant, si vous le voulez bien et si vous êtes prêts, au moment tant attendu, le cœur du gala, donc la cérémonie de consécration de nos 9 lauréats. Alors, je vous rappelle que cette année, les organisations de tous les domaines économiques et de partout sur l'île est invitées à déposer une réalisation selon 3 nouvelles thématiques, soit la lutte au changement climatique, la gestion des matières résiduelles ou encore la protection de la biodiversité. Des 60 réalisations, quand même 60 qu'on a reçues déposées au début de l'année, 25 candidatures ont été d'abord sélectionnées pour devenir les finalistes du Gala 2020 par un jury d'experts indépendants. Alors, jury qu'on doit bien sûr saluer et remercier, je vous les présente, M. Gilles Dubois, qui est président du jury, ancien président du CRE Montréal, M. Bernard Bigra de l'Association des architectes paysagistes du Québec, Dominique Daigneault du Conseil central du Montréal métropolitain CSN, M. Bertrand Fousse-Solon de la Coop Carbone, Maude Landreville, direction régionale de la santé publique de Montréal, et Karel Ménard du Fonds commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Alors, sachez que les 25 finalistes sont divisés maintenant selon la catégorie d'organisation et le type de réalisation, soit innovante ou championne. Et de ces 25 finalistes, c'est vraiment la formule qu'on a utilisée, 9 lauréats seront annoncés aujourd'hui, j'aurai le plaisir de le faire. Chacun recevra une gemme, ça c'est une goutte de verre soufflée, façonnée par une artisane québécoise, dans les prochains jours en livraison totalement personnalisée. COVID oblige, j'allais me dire. Et fait intéressant, le nouveau nom du trophée peut refléter tout d'abord l'aspect unique et précieux de chacune des réalisations lauréates, mais ça joue aussi avec l'homophone, vous l'aurez deviné, du verbe aimer, des gemmes. Les prix seront présentés par 5 représentants et représentantes d'organisations phares dans chacune des catégories. Alors nous accueillerons, dis-je bien, à tour de rôle aujourd'hui d'avoir Marie-Claude Durand, la chef relations avec le milieu chez Hydro-Québec. Ensuite, Karel Méran, président directeur général Fondation du Grand Montréal. Emmanuel Rondia, que vous avez déjà vu sur scène une première fois, le directeur général du CRE Montréal, en remplacement de Sylvain Lemieux, président directeur général du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Laurence Lavigne-Lalonde, la conseillère de la Ville et responsable de la transition, attention c'est long, écologique et résilience de l'espace pour la vie et de l'agriculture urbaine au comité exécutif de Montréal. Et finalement, M. Marco Viviani, le vice-président développement stratégique de Communauto. Alors, si tout le monde est prêt, et j'assume que vous êtes tous prêts, allons-y, c'est parti. Pour la première catégorie, j'invite sans plus tarder Mme Marie-Claude Durand de chez Hydro-Québec à présenter les prix des 2 corps publics. Marie-Claude, on vous écoute. Alors, bonjour à tous. Hydro-Québec est très fier de soutenir le Conseil régional en environnement Montréal à titre de partenaire et de participer à ce gala virtuel réinventé, on l'espère pour l'unique et dernière fois. Alors, j'ai donc le plaisir de casser la glace en vous présentant les finalistes de la première catégorie, le premier type de réalisation, soit corps public, Notre-Dame-de-Grâce, arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, arrondissement de Ville-Marie, service de la gestion et de la planification immobilière, Ville de Montréal.
Alors, avant de dévoiler le lauréat 2020 de cette catégorie, regardons un court montage présentant les réalisations finalistes. Et je reprends la parole. Et le lauréat est le corridor écologique d'Arlington de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très fière aujourd'hui de représenter Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et encore plus fière du fait que le corridor écologique d'Arlington figure parmi les finalistes du Gala 2020. Le projet de corridor écologique d'Arlington est un projet qui me tient particulièrement à cœur, car le projet joue un rôle important sur plusieurs aspects qui sont une priorité pour notre arrondissement, notamment le verdissement, la promotion de biodiversité, le transport actif, la sécurité alimentaire, la gestion des eaux pluviales et l'engagement citoyen. L'arrondissement est fier de soutenir ce projet avec une contribution de 55 000 $. J'aimerais féliciter tous les membres de l'unité de développement durable de l'Université de Montréal ainsi que tous les autres qui ont contribué à ce projet. Que vous soyez les gagnants ou non aujourd'hui, sachez que votre travail aura un impact positif sur notre territoire pour des années à venir. Et félicitez. Félicitations à l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Passons maintenant au deuxième type de réalisation de la catégorie corps public, réalisation championne. Les finalistes sont Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, Ville de Montréal. Service de l'environnement, Ville de Montréal. Avant de dévoiler le lauréat 2020 de cette catégorie, regardons encore un court montage présentant les réalisations finalistes.
Et le lauréat est le Grand Parc de l'Ouest du Service des grands parcs du Mont-Royal et des Sports, Ville de Montréal. Félicitations. Merci. Donc, c'est vraiment un réel bonheur. Je reçois ce prix-là au nom du Service des grands parcs, mais au nom aussi de la Ville de Montréal, des nombreux organismes qui nous ont permis de concrétiser ce Grand Parc de l'Ouest et des nombreux partenaires, dont les villes liées, Sainte-Anne-de-Bellevue, Kirkland, Beaconsfield, le village de Sainte-Ville et l'arrondissement de Pierrefonds. C'est un grand pas, je vous dirais, pour accélérer la transition écologique et pour rendre Montréal plus résiliente face au changement climatique. Donc, je voudrais également remercier l'ensemble de mes collègues à la Ville de Montréal, dont la direction de la planification et des transactions immobilières, le service des affaires juridiques, le service de la géomatique et un grand merci particulier, je vous dirais, à l'ensemble de mon équipe qui se sont donné corps et âme pour concrétiser ce grand parc-là dans des très brefs délais. Je vous dirais que le meilleur est à venir et que de belles surprises nous attendent. Merci beaucoup. Bravo aux équipes de l'arrondissement CDN-NDJ et du service des grands parcs. Félicitations. Regardez, ça, c'est le trophée. Alors, notre gemme, la voici, cette goutte-là en verre façonné, c'est magnifique. C'est ce qu'on va leur faire parvenir. C'est le fun, c'est très lourd, hein? C'est un beau cadeau. C'est magnifique. Alors, pour la deuxième catégorie, j'invite sans plus tarder Karel Méran de la Fondation du Grand Montréal à venir présenter les finalistes et lauréats de la catégorie, cette fois-ci, moyenne et grande entreprise. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici de retour parmi vous. J'ai eu la chance avec la Fondation David Suzuki de gagner un prix à ce gala il y a 3 ans. Donc, on avait notre trophée dont on était très fiers. Je me présente devant vous aujourd'hui maintenant à titre de président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, qui est la fondation communautaire de tous les Montréalais. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 660 fonds qui ont été créés par des gens pour soutenir toutes sortes de causes à Montréal. On a un actif qui est supérieur à 300 millions de dollars et donc on soutient l'ensemble des objectifs du développement durable des Nations Unies. Et donc c'est tout naturel pour nous aujourd'hui d'être ici pour présenter ce prix, donc le prix de réalisation moyenne et grande entreprise, réalisation innovante, qui est le premier. Il y a comme un petit, sur mon téléscripteur, il manque un petit bout, mais donc le premier des prix. Donc les finalistes sont donc Aéroport de Montréal et Bernard et Fils Traiteur. Avant de dévoiler le lauréat de 2020 dans cette catégorie, je vous invite à regarder un court montage qui présente les réalisations des finalistes. Alors, le lauréat est, roulement de tambour, le parc écologique à Montréal-Trudeau des aéroports de Montréal. Alors, bravo, Aéroport de Montréal. Merci beaucoup. C'est vraiment avec plaisir que je reçois au nom d'Aéroport de Montréal, juste, excusez-moi,
Avant de poursuivre, je suis Lynn Michaud, je suis directrice en développement durable et environnement chez Aéroport de Montréal. Et je suis fière au nom d'Aéroport de Montréal de recevoir ce prix. C'est un projet dont nous sommes très fiers. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons l'année dernière décidé de préserver un terrain d'une superficie de 22 hectares au bénéfice de la grande communauté montréalaise. Et cette action s'inscrit dans le cadre de notre politique environnementale où on s'était engagé à préserver les milieux à valeur écologique élevée sur nos 2 sites aéroportuaires, donc Montréal-Trudeau et Mirabel. Alors, voilà, malheureusement, avec les impacts de la COVID, on a été particulièrement affectés et il y a certains travaux d'aménagement qui sont reportés dans le temps. Soyez assurés de notre engagement à poursuivre cette réalisation une fois que nous retrouverons beaucoup de passagers sur le site aéroportuaire. Alors, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer au deuxième type de réalisation de la catégorie moyenne et grandes entreprises, les réalisations championnes. Et les finalistes, on leur souhaite bonne chance, les finalistes sont Fonds d'Action et Vestshell. Donc, à nouveau, avant de dévoiler le lauréat 2020 de cette catégorie, regardons un court-métrage qui présente les réalisations des finalistes. Alors, à nouveau, roulement de tambour, le lauréat est le verre, une usine éco-responsable de Vestshell. Félicitations. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le CRE Montréal pour cette reconnaissance, ainsi que l'opportunité de présenter nos réalisations. Ceci ne se concrétise pas tout seul. Je souhaite de remercier l'engagement de ses employés et collègues de LEO, Cohesio, Charles Thibodeau, CTTEI, PME Montréal-Est et tous ces intervenants qui nous ont aidés à grandir. Merci beaucoup. Félicitations à Vestshell et Aéroport de Montréal pour cet honneur. On va vous livrer votre gemme, votre trophée, la goutte personnalisée chez vous. Mesdames et messieurs, pour la troisième catégorie, maintenant, j'invite M. Emmanuel Rondia du Conseil. Mon Dieu, je l'invite souvent, Emmanuel, ça n'a pas d'allure. Conseil régional de l'environnement de Montréal à venir présenter la catégorie institution. Rebonjour, Emmanuel. Rebonjour, Manuel. Nous vous cédons la parole, Emmanuel. Merci. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Merci. Donc, comme mentionné plus tôt, ce prix devait être remis initialement par M. Sylvain Lemieux, qui est le président directeur général du CIUS de l'Est. Vous comprendrez que la situation actuelle fait qu'il n'a pu se joindre à nous. Donc, cette catégorie est un peu différente des autres, étant donné qu'il n'y a eu qu'une institution qui a soumis une candidature pour la réalisation championne. Toutefois, je tiens à vous confirmer que le jury a évalué minutieusement le dossier de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Avant de couronner le lauréat 2020 de cette catégorie, regardons donc un court montage présentant les réalisations finalistes.
Et le lauréat est, sans grande surprise, l'Institut Philippe Pinel, avec son projet de réduction des matières résiduelles. Bravo à l'Institut Philippe Pinel. Merci. Moi, c'est Annie Côté, je suis directrice des services techniques et du projet majeur à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Merci à CRA Montréal pour cette belle marque de reconnaissance. Merci à l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent dans chacun de nos petits projets, entre autres M. Jérôme Ribes et son équipe de Santé Synergie Santé Environnement, excusez-moi, M. Simon Racine et l'équipe de la Sauverdie, Mme Pascale Rouillet et l'équipe des ateliers Hublot, Mme Laurence Chapdelaine et l'équipe Alvéole. Un merci particulier à l'ensemble de tous les membres du comité SEDD, Santé environnementale et développement durable de l'Institut, qui se démènent au quotidien pour trouver des nouvelles idées, des nouveaux projets pour faire progresser notre organisation en développement durable. Merci à mon partenaire et président de comité, David Clément, qui a su donner les bonnes orientations au comité et que sans lui, toutes les lubies qui sont sorties ne se seraient jamais actualisées. Merci à notre direction générale de nous encourager dans cette noble cause. C'est avec beaucoup de fierté que je reçois ce prix au nom de l'Institut aujourd'hui. Je m'engage à continuer de faire évoluer l'Institut en matière de développement durable parce que chaque petit geste qu'on fait nous permet d'améliorer notre empreinte écologique à tous. Donc, merci. Et un petit conseil aux finalistes qui ne remporteront pas de prix aujourd'hui. Persévérer, car la persévérance finit toujours par être gagnante. Et là, c'est le moment où je vous montrerai le petit trophée si je l'avais en main. Je vous dirais, on a enfin gagné cette année. Alors, un gros merci à vous pour cette belle reconnaissance. Félicitations aux gens de l'Institut Philippe Pinel. Inquiétez-vous pas, on va vous livrer votre trophée. On vous l'envoie sans problème. Alors, pour les deux dernières catégories, on mélange un petit peu les cartes, si vous voulez, pour garder la remise des bourses communautaires pour la toute fin, OK? Alors, j'invite sans plus tarder Laurence Lavigne-Lalonde du comité exécutif de Montréal à venir annoncer les finalistes et lauréats des réalisations championnes des catégories Petites entreprises et OBNL, Association et Coopérative. Ma chère Laurence, on vous écoute. Merci beaucoup. On a déjà mentionné plusieurs fois depuis le début du gala l'importance de la mobilisation. Et en tant que responsable de la transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal, je peux vous dire que dans le plan climat dont faisait mention la mairesse dans son mot d'introduction, la mobilisation en fait partie. Et dans ce sens-là, je suis très heureuse d'être ici au gala avec vous cette année, encore une fois. Très heureuse que ce gala existe depuis de nombreuses années parce qu'il est justement un lieu important de mobilisation, d'échange, de maillage entre différents intervenants, différents acteurs, dont la participation de chacun et chacune d'entre eux est importante et nécessaire pour atteindre les objectifs qu'on se fixe en lien avec la transition écologique. Donc, dans ce cadre-là, je suis très heureuse qu'il y ait la tenue aujourd'hui du gala malgré le contexte actuel. Donc, merci au Conseil régional de l'environnement d'avoir tenu le fort et d'avoir choisi de maintenir l'événement dans le contexte. Sans plus tarder, je vais vous nommer donc les finalistes de la catégorie Petite entreprise réalisation championne. Donc, les finalistes sont Blanc de Gris, Chamard, Stratégie environnementale et Maillon vert. Et évidemment, avant de dévoiler le ou la lauréate, nous allons regarder une courte vidéo pour présenter les réalisations.
Alors, le lauréat est la champignonnière urbaine circulaire blanc de gris. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment touchée par cette reconnaissance-là. Avec mon associée Lisiane Roy-Maheu, on a vraiment mis toute notre énergie dans Blanc de Gris depuis maintenant presque 6 ans. Alors, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont cru en nous, qui nous ont supportés depuis le début, à commencer par nos parents, nos conjoints, nos enfants. Puis ensuite, évidemment, toutes les personnes qui ont travaillé avec nous pour rendre ça possible et concret. Puis, sans oublier, évidemment, tous nos partenaires, brasseurs qui nous fournissent la matière première à partir de laquelle on produit nos champignons. Donc, il y a Espace Public, la brasserie Hildegarde, Eto, la brasserie Baldwin, la brasserie Mutoïde. Alors, merci et merci à tout le monde. Puis, on va continuer à recycler, transformer de la drèche de bière en champignons, puis à faire multiplier notre modèle. Voilà, merci. Félicitations, merci beaucoup. Maintenant, on va donc passer à la deuxième catégorie, les OBNL, associations coopératives et leur réalisation championne. Donc, les finalistes, je vous souhaite bonne chance. Nous avons le Centre de ressources et d'aide communautaire de la Petite Patrie, la Vague CRPE, les Amis de la Montagne et PME Montréal Est de l'île. Et encore une fois, avant de vous dévoiler le lauréat ou la lauréate, on va voir une petite vidéo de leur réalisation. Mon micro était fermé, il fallait bien que ça arrive. Désolée. Donc, bravo, félicitations à tout le monde pour ces belles initiatives. Et le lauréat est la récolte engagée vert du Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie. Félicitations! Bonjour, bonjour. D'abord, je tiens à féliciter toutes les initiatives qui étaient en nomination aujourd'hui ou qui ont réussi à soumettre leur candidature. Évidemment, le Conseil régional de l'environnement de Montréal ainsi que le comité de sélection pour avoir retenu notre candidature aussi, puis nous remettre le prix.
On tient à remercier les principaux partenaires du projet, soit la Corporation des marchés publics de Montréal, l'arrondissement Rosemont, la Petite Patrie, ainsi que la DRSP qui rend ce projet possible. Évidemment, toute l'équipe des bénévoles et des employés qui travaillent d'arrache-pied pour réaliser ce projet au quotidien. On est vraiment heureux qu'un projet communautaire de lutte contre la pauvreté obtienne la distinction. Pour nous, le développement durable et la justice sociale sont indissociables. Ben voilà, en fait, comme vous le savez, souvent, c'est impuissant face aux besoins des gens, au gaspillage alimentaire, la pauvreté, le sous-financement chronique des ressources communautaires et des services sociaux. Fait que la reconnaissance de ce prix-là est très appréciée. Merci beaucoup. Fait du bien de voir des gens heureux comme ça, qui sont contents. Ils en sont tellement contents qu'ils oublient d'ouvrir leur micro. Essayez, quand vous savez qu'on va aller vous rejoindre, de vous assurer que votre micro est ouvert, de même qu'à la caméra, bien sûr. Félicitations à nos deux lauréats. On est enfin rendu à la dernière partie des annonces. Alors, pour les 2 prochains dévoilements, les lauréats recevront, en plus de leur gemme, leur goutte en verre et des honneurs, une bourse, je vous le rappelle, de 2 500 $ du CRE Montréal. Et c'est rendu possible grâce à Communauto. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'invite à nouveau M. Marco Viviani de Communauto à prendre la parole et dévoiler les lauréats et boursiers des catégories Petites entreprises et OBNL, Associations et coopératives pour les réalisations innovantes. M. Viviani, on vous écoute. Bonjour et merci surtout de bien prononcer mon nom. Je suis heureux de pouvoir annoncer les lauréats et cette année les boursiers dans les 2 prochaines catégories. Débutons avec la présentation des finalistes de la catégorie Petite entreprise, réalisation innovante. Alors les finalistes, bonne chance, sont Arrivage et Pyrocycle. Pour ajouter à la suspense, les jurys ont voulu que je mentionne que les 2 réalisations finalistes étaient exceptionnelles et que le choix était très difficile. Avant de dévoiler les lauréats, regardons le petit vidéo. Moment de suspense et les lauréats et la première réalisation boursière est Pyrocycle. Félicitations. Merci. Merci à toute l'équipe du Conseil régional de l'environnement de Montréal, ainsi que les membres du jury. Au nom du Pyrocycle, je suis sincèrement honoré et privilégié de recevoir ce prix-là. Je tiens à remercier aussi mes associés, mon équipe, tous les organismes, même les ministères aussi, surtout le ministère de l'économie et de l'innovation, qui nous a supporté beaucoup pendant ces prochaines, les étapes précédentes et les prochaines étapes aussi. Le développement économique Canada aussi pour la région du Québec. Cette récompense nous motive à continuer notre travail, surtout dans les circonstances actuelles et ces temps difficiles. Je vous remercie encore une fois et je félicite toutes les lauréates et les finalistes. Merci. Merci à vous et bravo. Suivons avec la 2e catégorie de ma série, OBNL, Associations et coopératives et leurs réalisations innovantes. Bonne chance aux finalistes qui sont la coopérative des solidarités en direct de la ferme, le GRAM, la Transformerie, Ville en Vert et Vivre Saint-Michel en santé. Avant de dévoiler le lauréat, comme d'habitude maintenant, une petite vidéo.
Et la réalisation lauréate et deuxième boursière est les rescapés de la transformerie. Bravo, félicitations. Merci beaucoup au CRE Montréal pour le GEM, c'est super apprécié. Également, merci à tous les partenaires du gala de la Ville de Montréal. Je suis Guillaume Quentin, co-initiateur, directeur général de la Transformerie. Je tiens à féliciter tous les autres finalistes de notre catégorie. Très beau travail, des beaux projets. Notre projet Les Rescapés, c'est une idée tout droit sortie des poubelles. À l'automne 2016, mon ami Thibault m'a lancé le défi de cuisiner un souper gastronomique avec des déchets. Honnêtement, ça ne me tentait pas. Je trouvais ça vraiment dégueulasse. Toutefois, vu que j'aime les défis, en 5 minutes, il m'a convaincu. Sans le savoir, c'était le début de notre aventure en anti-gaspillage alimentaire. On voyait ça comme un jeu sans aucune attente, pas de barrière à l'entrée. Notre approche positive du programme nous a permis de développer notre projet innovant, Les Rescapés. Sur ce, je vous invite à découvrir notre organisme. Ensemble, on peut enrayer le gaspillage alimentaire. Merci encore. Bonne fin de gala. À nos lauréats et grazie mille, Monsieur Viviani. Bravo à la Transformerie et ProCycle pour cette double victoire. Merci aussi à tous les présentateurs et surtout, encore une fois, du fond du cœur, félicitations aux 9 organisations lauréates de cette 14e édition du Gala CRE Montréal. Bravo également au Conseil régional de l'environnement de Montréal pour l'organisation de cette édition un peu spéciale, virtuelle. On espère du fond du cœur se retrouver en personne en 2021. C'est le souhait de tout le monde, évidemment. Vous savez que ce gala n'aurait pu se réaliser, je vous rappelle, sans la précieuse collaboration, confiance et contribution financière de notre partenaire distingué, la Ville de Montréal, notre partenaire influenceur Communauto, partenaire associé Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, et nos alliés Énergir, le Fonds de solidarité, FTQ, Hydro-Québec, le Port de Montréal et Recyc Québec. Vous savez que la diffusion du gala se terminera dans quelques minutes, mais l'émerveillement, la joie, la passion risquent de continuer à fuser sur tous les médias sociaux et ça pendant longtemps. Alors, je vous le rappelle, n'oubliez pas de partager vos réactions avec le mot-clic #GalaCRE-Montréal. D'ailleurs, le Facebook du CRE Montréal continuera à vibrer de bonnes nouvelles pour plusieurs jours parce que n'ayant pas pu recevoir leur GEM en personne, je vous rappelle que chacun des lauréats recevra sa goutte de verre dans les prochains jours en livraison personnalisée, ne vous inquiétez pas. Et la livraison et la réaction des récipiendaires seront captées et partagées sur le Facebook. En plus de ça, il y a des capsules vidéo des 9 réalisations championnes et innovantes qui seront également diffusées sur les différentes plateformes du CRE Montréal et ce tout au long du mois de novembre. Ces vidéos seront l'occasion de mettre en lumière l'engagement, l'audace et la créativité des équipes derrière les réalisations. Et d'ici là, découvrez-en plus sur toutes les réalisations sur le site web du gala, gala.cremontréal.org. Également, les organisations gagnantes seront à l'honneur dans le cadre de 3 conférences virtuelles qui sont présentées par Hydro-Québec et organisées en collaboration avec la Maison du développement durable au cours des 3 premières semaines de novembre. Surveillez ça, vous ne voulez pas les manquer. Et ces conférences seront axées autour des thématiques du gala, c'est-à-dire, je vous le rappelle, la lutte au changement climatique, la gestion des matières résiduelles et également la protection de la biodiversité. Et finalement, le CRE Montréal publiera un recueil des 60 réalisations candidates, et ce, d'ici la fin de l'année. Il offrira ainsi une vitrine supplémentaire aux organisations et constituera une source d'inspiration pour l'ensemble de la collectivité montréalaise. Restez à l'affût des médias sociaux du CRE Montréal pour tous les détails. Et pour conclure le gala, avant de repasser la parole au directeur général du CRE Montréal, j'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous en si grand nombre. Ça m'a été un honneur. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rejoindre virtuellement. On se souhaite de tout cœur d'être ensemble en personne l'année prochaine. Mesdames, Messieurs, voici M. Emmanuel Rondia. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manuel, mais merci beaucoup à tous les finalistes, toutes les organisations qui ont déposé une candidature dans le cadre de cette 14e édition du Gala. J'espère que comme vous avez été inspirés par tous ces projets et ces bonnes idées, que ça vous donne un élan pour passer à l'action dans vos différents milieux. On l'a vu dans le panel, les prochains mois seront une occasion de mettre la transition écologique au cœur de la relance et de continuer d'innover afin d'améliorer la qualité de nos milieux de vie. Pour cela, vous pouvez vraiment compter sur toute l'équipe du CRE pour alimenter la réflexion, mobiliser, accompagner et outiller les acteurs de la société civile. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Enfin, pour terminer, je vous donne rendez-vous dès maintenant en avril 2021 pour la 15e édition du Gala du CRE Montréal. Merci beaucoup et à bientôt.